Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Ce matin, nous sommes au cœur de Tel Aviv, au centre Pérez pour la paix et l'innovation. Mais nous sommes surtout dans une pièce très particulière, le bureau de Shimon Peres. Et nous avons le plaisir d'être reçus par Tzvia Walden, la fille de Shimon Peres. Bonjour Tzvia. Bonjour Steve, quel plaisir de vous avoir ici. Merci de nous recevoir. Dans quelle pièce nous trouvons-nous particulièrement? Alors je vous dis d'abord un mot à propos de ce qu'on voit. Parce que si on est debout comme vous et moi, on regarde la mer, la Méditerranée, le ciel bleu, le sable. D'ailleurs, on est au cœur de Tel Aviv, mais entre Tel Aviv et Jaffa, n'est-ce pas? C'est un point très significatif dans l'histoire d'Israël. Et lorsqu'il était question de construire le centre, et l'architecte Fuchsa, c'est un architecte italien qui a construit des beautés dans le monde entier, et il regarde mon père, et mon père lui dit, écoutez, moi je vous donne la mer, je vous offre le sable, le soleil ici, il brille toujours, chaque matin il y a du soleil, et voilà, vous prenez une petite serviette, et vous me faites une esquisse pour qu'on construise un centre. Voilà la serviette. Wow. L'esquisse, n'est-ce pas? Alors, je vous donne tout. Et vous, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est une petite esquisse. Et c'est comme ça que le centre a été monté, créé. Et c'est important de dire, parce que la matière dont il est fait, oui, c'est une matière qui a été produite ici, sur place, prise de la mer, du sable, des graines. Donc, tout est vraiment aussi local que ça ne pouvait être. Voilà. Et ce centre a servi de bureau à mon père lorsqu'il a quitté la présidence et il a passé ces dernières années ici au soleil, au sable et à la Méditerranée. Plein de jolis souvenirs. De jolis souvenirs. Voilà. Quand a été créé le centre? Alors, le centre, il a 26 ans déjà, il a 25 ans. Parce qu'au départ, on l'a créé au moment où mon père était encore au pouvoir. Et lorsqu'il était au pouvoir, il ne pouvait pas faire un centre pareil. Donc, nous, les gens qui étaient autour de lui, on a monté les centres. Au départ, ce n'était pas ici, c'était ailleurs. Mais au moment où on savait qu'il allait terminer son temps à la présidence, on s'est dit, voilà, on va construire un centre. Au départ, ça s'appelait Centre de la paix. Les centres Pérez pour la paix. L'innovation est venue plus tard. Et on va en parler tout de suite. Oui. Quel secteur d'action sur lequel vous travaillez ici? Je sais que vous travaillez sur l'éducation, sur les domaines scientifiques. Moi, je travaille sur l'éducation et l'héritage de mon père. En fait, j'essaye d'être loyal à son héritage, à ses idées, à ses valeurs. Et de nos jours, c'est encore plus important de le dire. Parce que nous, on a été élevés dans la tradition des prophètes, dans l'accord de la déclaration de l'indépendance, et l'égalité, la paix et l'innovation au service de l'homme. Ce n'est pas une innovation n'importe laquelle, c'est l'innovation au service de l'homme. Et pourquoi est-ce que mon père a mobilisé l'innovation? Parce qu'il disait toujours, Israël souffre d'une absence. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, il manque de l'eau, il n'y a pas grand-chose dans la terre. Or, notre force est là, et dans la tradition juive sur laquelle nous avons été élevés. Et c'est quoi la tradition juive? La tradition juive, ça veut dire toujours chercher encore une explication, encore une façon de faire. Chercher toujours à faire ce monde... Le dépassement de soi. Voilà, le dépassement de soi et aussi tikkun olam. La réparation. Voilà, la réparation du monde. Alors, c'est de passer et réparer le monde de façon à ce que plus de gens puissent en profiter. Et voilà, c'est ça les... Est-ce que toutes ces actions ont aussi une dimension internationale? Bien sûr, par définition, l'innovation ne connaît pas de frontières.
C'est ça l'idée. La technologie moderne, les communications modernes ne connaissent pas de frontières. Parce qu'un enfant phare est très 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 loin aux Indes, il peut écrire quelque chose et le monde entier le voit. Une petite fille qui a une caméra à la maison, elle se fait filmer TikTok, et c'est parti. Donc l'innovation, entre autres, c'est le refus d'accepter les frontières géographiques, physiques. C'est ouvrir le monde pour tous ceux qui l'habitent. Il y a une exposition permanente de Shimon Peres dans ce centre. Pour vous, qu'est-ce que votre papa a laissé en héritage à ce centre? Alors, lorsqu'on a construit le centre, on avait en tête la conception suivante. Prenons les étapes de la vie de mon père, suivons ces étapes, regardons ce qui a été fait tout autour et exposons en fait l'histoire d'Israël par le prisme de Shimon Peres. C'était ça l'idée. Et alors, il n'y avait pas d'eau, il fallait inventer un système d'irrigation. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il faut trouver des énergies renouvelables, des énergies. Et donc, à un moment donné, et ça c'est critique pour la France, parce que grâce à la France, Israël a pu créer ici un centre de recherche nucléaire qui aujourd'hui porte le nom de mon père. Incroyable. C'est à Dimona, oui. n'est-ce pas? Oui. Et lorsque mon père est parti en France pour chercher des collaborateurs, pas des collaborateurs, mais pour chercher un savoir, acquérir un savoir, il savait que la France allait l'accepter pour deux raisons. Une raison, c'est que la France a connu l'occupation allemande. Et c'était après la guerre. L'autre raison, c'est que la France a fait la révolution. Et on disait, voilà, la France libre, qui a connu l'occupation allemande, qui veut combattre les traces même de la collaboration française, parce qu'il y a eu quand même une collaboration française dont la France n'est pas très très fière. Hein. Et alors mon père disait, voilà, si la France veut réparer ça, il faudra aider Israël et passer à Israël un savoir qu'Israël n'avait pas du tout. Ceci dit, savoir nucléaire. Et c'est ça qui a permis à Israël d'empêcher des guerres en plus. Déjà, Israël a connu trop de guerres, mais, par exemple, l'Égypte a décidé de ne pas attaquer Israël, parce que le centre nucléaire était à Dimona, donc en venant du sud d'Israël. Et c'est le ministre des Affaires étrangères qui a dit à mon père, voilà, nous, on ne s'est jamais trop approchés, parce qu'on savait que vous avez là. Est-ce que vous pouvez me faire visiter ce centre, par exemple? Alors mon père a dit, mais non, mais je ne vais pas vous prendre visiter un centre qui n'existe pas, n'est-ce pas? Si je vous prends là-bas et vous allez voir qu'il n'y a rien, qu'est-ce que vous allez penser d'Israël? C'est-à-dire que avoir l'idée qu'il existe une force vous fait changer votre conduite et avoir fait croire à d'autres qu'on a la force a fait changer la conduite d'Israël. Oui, quand on regarde le parcours de Shimon Peres, il y a comme ça une force morale et une force mentale, d'ailleurs, on le découvre dans le dernier ouvrage qui traverse toute sa vie et tout son parcours, exactement, qui est assez incroyable. Et en ça, de quelle innovation le centre, et donc vous, êtes le plus fier? On sait qu'on a la clé USB, on a le goutte à goutte, on a le Waze. C'est une innovation qui n'a pas été encore faite. La prochaine? La prochaine, n'est-ce pas? Et l'innovation est née toujours suite à une absence, à un besoin, à une nécessité, n'est-ce pas? Alors c'est d'une part la recherche de vouloir bien comprendre comment le monde agit, mais d'autre part, comment faire le monde agir mieux pour tous ses habitants. Donc c'est la combinaison des deux. Alors l'innovation que je préfère, c'est celle qui va venir la prochaine fois. Très bien. On a l'exposition dans ce centre des 6000 startups à peu près qui sont en fonctionnement. Quels sont leurs domaines d'action? Alors tout
tout. Il y a l'agriculture, il y a la médecine, il y a la communication, il y a les transports, il y a tout. Mon père disait toujours que lorsqu'il a quitté sa ville, bon, bah, c'est plutôt un petit village, il s'appelle Vishneva. Quand il a quitté sur un cheval, n'est-ce pas, qui traînait les affaires de la famille. Le cheval les a conduits à la station du train. Ils ont pris du train, voilà, de prendre le bateau pour aller en Israël. Et lorsqu'il était ici, on l'a fait voir une voiture autonome. Alors, du cheval à la voiture autonome. Et il disait toujours qu'il avait de la chance d'être passé d'une époque à l'autre dans la vie d'une personne. Lorsque mon père était venu de la Russie, il s'imaginait absolument pas qu'il y ait un État juif comme on l'avait. Pourtant, ce qui a fait la qualité de l'État d'Israël, ce sont les infrastructures qui ont été mises et posées avant même que l'État n'existe. Polytechnique à Haïfa, 1913, il n'y avait pas d'État d'Israël. Création de la Bibliothèque nationale à Jérusalem, 1913, il n'y avait pas encore d'État d'Israël. 1913, la création de l'assistance médico-sociale, la Coupat Cholim, il n'y avait pas encore d'État. L'Orchestre national, il n'y avait pas encore d'État. C'est-à-dire que le peuple juif a pu étaler des infrastructures culturelles d'héritage avant même que l'État soit créé. Et une fois l'État créé, mon père disait toujours, moi je disais toujours que lui, il regardait l'État comme si c'était dans une berceuse, il chantait une berceuse à l'État d'Israël, parce qu'il a vu naître. Et alors ça, c'est le second miracle qu'il assistait de sa vie. Donc, il vivait de ces miracles. Quand on lit son livre, on s'aperçoit que pour Shimon Peres, aucun rêve n'est impossible. Absolument. Aucun. C'est-à-dire que d'une étendue de sable, il pense qu'un pays va se créer, et il a raison, avec une technologie en avance sur le reste de la planète. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce centre, il est en train de continuer avec son nom et avec votre travail, et avec l'énergie de tous ceux qui travaillent ici, à prolonger son rêve? Absolument. En fait, il faut chercher à comprendre comment Israël est devenu ce qu'on appelle Startup Nation. Comment? Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué. Alors, il y a la chutzpah. L'audace. Audace. Oser. Ne pas hésiter. Alors, il y a la chutzpah. Il y a la machloket, la tradition de l'étude juive, oui, qui dit toujours, il y a une opinion, il existe encore une. Et il existe deux, il y en aura trois. Et il y a trois, il y en aura quatre. Chacun sa vision. La pluralité de la pensée. Un facteur de plus, c'est la diversité. En fait, les gens sont venus de partout du monde entier. Ils n'avaient pas de langue commune. Il y avait une diversité. Et là où il y a la diversité, il y a l'innovation. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que l'hébreu que nous parlons aujourd'hui, c'est la seule langue au monde entier qui soit redevenue une langue maternelle. Il n'y a nulle part de pareil, et à mon avis, il n'y en aura pas. Merci. Voilà. Merci, Tzvia Walden. Merci beaucoup. Nous allons faire un petit tour du centre et nous allons rejoindre le rabbin Didier Casabier à l'auditorium du Centre Pérez en compagnie de ses invités. Merci, Tzvia Walden. Merci à vous. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci. Mes chers amis, bonjour à tous. Je suis extrêmement ravi, heureux, honoré de me trouver là aujourd'hui face à vous pour animer cette table ronde dans le cadre de la Convention nationale du consistoire ici en Israël, à Tel Aviv-Yafo, dans ce centre Pérez pour la paix et l'innovation. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tel que le verset de la Torah nous le stipule, nous l'ordonne, nous invite à développer cette notion tellement importante
qui a fondé tant et tant d'humanité, tant et tant de sociétés. Ce thème sera le point d'ancrage de notre table ronde, de notre discussion aujourd'hui, face à vous. Et je voudrais tout d'abord présenter, saluer nos invités, en m'adressant à Irène Fermont. Nous, c'était un grand Baruch Haba, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes immuno-hématologue, vous vivez ici en Israël depuis 10 ans, et vous avez reçu le prix d'excellence du ministère de l'Aliyah et de l'intégration pour votre contribution à la cité. Et je voudrais pour ça que l'on puisse tous vous applaudir. Cela fait 20 ans que vous travaillez dans la pharmacovigilance et vous êtes extrêmement investi dans ce domaine, la place du médicament et comment il doit être utilisé dans les différentes sociétés. Et vous pourrez nous en dire quelques mots dans quelques instants. Et vous allez nous expliquer aussi comment, dans votre vie au quotidien, vous intégrez ce fameux principe de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, l'amour du prochain, l'investissement que l'on peut avoir dans notre vie personnelle pour aider la société, la vie de tout un chacun, quelle que soit son origine, quelle que soit sa vie, parce que finalement, c'est la manifestation de Dieu que vous voyez à travers le corps et la vie de tout individu. Merci beaucoup d'être là. Et je me tourne vers ma droite cette fois-ci, Daphné Tapia. Merci également d'être là. Vous avez fait votre Aliyah il y a maintenant 2 ans. Et vous êtes ici en terre d'Israël. Vous avez passé votre bac littéraire en France. Ensuite, vous avez passé 1 année en Israël pour étudier la cartographie, la géopolitique de l'eau. C'est un thème extrêmement important. Vous travaillez au sein d'une start-up du nom d'Astera, qui est au croisement de l'environnement, de l'eau, de la cartographie. Et vous allez vous aussi nous expliquer comment est-ce que vous détectez dans le monde entier les fuites d'eau, c'est-à-dire de comprendre qu'entre le point de départ de l'approvisionnement de l'eau jusqu'aux familles qui utilisent cette eau, eh bien des fois, malheureusement, il y a des pertes. Il y a des pertes qui entraînent énormément de manquements pour la vie des sociétés, le développement des sociétés à travers le monde tout entier. Donc merci beaucoup et je voudrais également que l'on vous applaudisse pour ce que vous faites et votre investissement. Et bien évidemment, je salue et remercie nos 2 bergers depuis dimanche ici en Israël, qui nous ont accueillis, organisés, accompagnés, et qui nous accompagnent avec beaucoup d'énergie. Nous avons toujours besoin d'être accompagnés avec 2 mains fortes et puissantes. Monsieur le Grand Rabbin de France, merci d'être là pour toute votre vision spirituelle, bien évidemment, en tant que guide spirituel de la communauté juive en France. Bien évidemment, votre investissement et je sais à quel point vous construisez votre action quotidienne sur ce principe de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, de l'amour du prochain, du partage de la connaissance de Dieu et de la façon dont on peut effectivement s'élever spirituellement dans notre quotidien. Et Monsieur le Président, Eli Korshia, mon cher ami, merci également pour cette mission. Regardez ici cet amphithéâtre exceptionnel, rempli par des dirigeants communautaires, mais pas simplement, aussi par des hommes et femmes politiques. Merci beaucoup, merci à tous d'être là, merci pour ce que vous avez fait dans cette organisation de la première convention de votre mandat à la tête du Consistoire central de France. Et justement, je voudrais vous inviter à parler en premier pour nous expliquer un peu ce qui, pour vous, fait l'importance de ce verset de Ve'ahavta l'ereacha kamocha dans votre action au quotidien à la tête du Consistoire central de France. Merci pour vos propos introductifs. Monsieur le rabbin, cher Didier, quand je vois cet amphithéâtre plein de ce centre Pérez pour la paix, j'ai beaucoup de plaisir et d'émotion. Plaisir tout d'abord parce que, vous l'avez rappelé, cette convention nationale en Israël du Consistoire de France, la première depuis la fin des années 2000, la France n'était pas le même pays dans les années 2000 et Israël n'était manifestement pas non plus le même pays, me paraissait fondamental à organiser parce que je voulais réunir, et vous l'avez dit, et je voulais commencer par cela, des hommes et des femmes qui font vivre le judaïsme français et plus largement la communauté juive de France au quotidien.
et avec le grand rabbin de France, mon ami Chaim Garcia, lorsque nous visitons chacune de ces communautés. Je n'aime pas utiliser le mot de petite, de moyenne ou de grande. Je dis toutes les communautés juives de France, car toutes les régions sont représentées dans cette convention, pas une ne manque à l'appel. Je crois que notre volonté, c'est de continuer à faire vivre ce judaïsme de façon forte. Et il était important que dans ce travail quotidien que nous menons, et que j'ai essayé de porter depuis mon élection il y a 1 an et demi, je voulais, dès le début de ce mandat, qu'Israël ait toute sa place. Israël, c'est à la fois le pays de l'histoire, avec un grand H, plurimillénaire, mais aussi l'histoire des avancées technologiques, de ce qui fait avancer le monde. Et donc, je tenais à ce qu'il y ait ce moment-là, cet instant-là qui est important, autour de l'innovation, des avancées scientifiques. On parle beaucoup d'Israël, on vante beaucoup l'État d'Israël pour ce côté Startup Nation. Et Daphné en est une brillante illustration, on en parlera tout à l'heure. Mais je crois qu'il est aussi important de rappeler que l'innovation n'a de sens, monsieur le rabbin, l'innovation n'a de sens que si elle permet d'aller vers l'autre, d'avoir ce regard vers l'autre. Et nous, au Consistoire de France, que ce soit le grand rabbin Chaim Garcia ou moi-même, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. C'est le regard vers l'autre. Et l'innovation, la médecine, la pharmacologie, l'avancée sur les eaux, eh bien, ce sont des thématiques importantes. Je vous ai rencontré, si j'ose dire, cher docteur Fermont, par un article qui était paru dans l'hebdomadaire Actualité Juive, qui avait retracé le prix que l'on vous a remis. Et j'avais découvert à cette occasion votre parcours, à la fois en tant que médecin, dans l'immunologie, mais aussi dans la pharmacologie. Et je me disais que le peuple juif est un peuple qui a eu ses prophètes, et que finalement, nous sommes aussi parfois, certains d'entre nous, ou certaines d'entre nous, des prophètes, et vous l'avez été, parce que travailler 10 ans, des années auparavant, sur la pharmacologie et sur la pharmacovigilance, dont vous nous parlerez tout à l'heure, cette vigilance que l'on doit avoir par rapport aux médicaments et aux vaccins, si je ne m'abuse, quelques années avant que le monde ne doive faire face au Covid-19, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Et lorsque j'ai lu cet article dans Actualité Juive, j'ai dit, il faudra absolument qu'Irène Fermont puisse être dans cette table ronde. Et puis tout à l'heure, évidemment, on écoutera aussi la voix de la jeunesse triomphante dans ce pays d'Israël qui n'arrête pas d'accueillir des jeunes venus de France, mais du monde entier, et qui leur permet d'apporter leur pierre à l'édifice de l'État d'Israël. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Grand Rabbin de France, Rabbi Akiva a transformé ce verset de la Torah, Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme étant un klal gadol, un principe fondateur, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, je ne peux pas avoir une pratique religieuse si je m'aperçois finalement que je me détache de ce principe où je dois intégrer la vie d'autrui au sein de ma propre existence. Quelle est, d'après vous, dans votre lecture, cette interprétation du verset, de la Torah et de la lecture que veut nous en faire Rabbi Akiva? De mon point de vue, Rabbi Akiva ne fait que reprendre le souffle des prophètes. Quand Isaïe, dans le chapitre 56, ce qu'on lit le jour de Kippour, nous dit « Vous vous ployez comme des roseaux, vous croyez me faire plaisir en jeûnant, mais j'en veux pas de votre jeûne. J'en veux pas, je schématise, de vos simagrées. Ce que je veux, c'est que vous donniez aux pauvres, vous tendiez la main à l'orphelin, à la veuve, à celles et ceux qui ont besoin de vous. Voilà le jeûne que j'attends de vous. C'est-à-dire, voilà l'effort que j'attends de vous. » Et Rabbi Akiva ne fait que transcrire cela à propos du verset du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme c'est quasiment irréalisable, parce qu'en général on pense qu'on s'aime plus, mais en réalité seuls ceux qui savent à quel point c'est important de vivre avec les autres, savent que s'aimer seul, ça ne sert à rien. Parce que si vous vivez du bonheur seul sans que personne puisse le partager, il y a tant d'histoires juives et de blagues juives sur ce concept. Vivre un bonheur tout seul sans pouvoir le faire partager aux autres, le vivre avec les autres, ça ne sert à rien. Et donc le principe de Rabbi Akiva, c'est de dire, le bonheur, il faut le donner aux autres. Qu'on le donne par l'innovation, par l'engagement scientifique, qu'on le donne par la prière partagée, qu'on le donne dans la vie communautaire. Combien de fois on lance des opérations dans des communautés
où on fait en sorte d'inviter des gens qui ne viennent jamais. Faire partager un Shabbat. Je peux dire aux gens, faites Shabbat. C'est mignon si je dis faites Shabbat. Moi, je fais Shabbat, je suis content, et je dis aux autres, faites Shabbat. Mais si je dis, mais non, je vais inviter ces personnes qui ne connaissent pas Shabbat à vivre le Shabbat, ça devient l'idée de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je vis le Shabbat, je veux lui faire goûter cet esprit, ce souffle du Shabbat, je l'invite chez moi à vivre le Shabbat. En fait, l'idée, c'est de dire, moi, j'ai besoin de quelque chose, mais si je conçois que j'en ai besoin, alors je dois aussi concevoir que les autres en ont besoin. C'est le seul moyen d'apaiser les tensions. Parce que si l'enjeu, c'est d'avoir moi et que les autres n'aient pas, à un moment, je perds tout. Moi-même, je perds tout. La seule façon d'être certain d'avoir, c'est de donner aux autres. C'est l'enjeu majeur de la société aujourd'hui dans le monde. C'est l'enjeu du Nord et du Sud. C'est l'enjeu de la répartition des grands mouvements migratoires. C'est l'enjeu de la répartition des richesses dans le monde. En fait, c'est l'enjeu de la vie. Comment on fait en sorte, non pas que moi j'ai et que les autres peu manchot, non. J'ai parce que les autres ont, et qu'à ce moment-là, je suis légitime à avoir moi aussi. Keren, si vous voulez bien nous faire partager votre expérience ici en Israël, comment est-ce que effectivement vous intégrez la vie d'autrui dans votre vie, dans votre spécialité? Alors on en a un petit peu parlé, vous avez reçu ce prix exceptionnel et je vous ai entendu dire à quel point l'émotion était vive lorsque dans la maison du Nassi, vous avez reçu ce prix. Je vous donne tout de suite la parole pour que vous puissiez nous faire partager ce moment et votre vision de ce principe de Ve'ahavta l'Reacha kamocha. Merci de votre invitation et je suis ravie de partager cette expérience. Ça fait à peu près plus de 40 ans que j'ai essayé de faire mon alia avec mon mari et on n'a pas réussi tout de suite et on est arrivé il y a 10 ans. Et quand je suis arrivée, je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter à Israël, comment je peux apporter ma petite pierre. Et c'était ça mon rêve. Il y a une très belle prière du Rabbi Nachman de Breslev qui commence architecte du monde, donne-moi le mérite de pouvoir aider autour de moi. Bon, déjà en tant que médecin, c'est quelque chose de naturel. Et donc j'ai immédiatement créé une association pour faire connaître cette idée de faire attention à la façon dont on utilise les médicaments, qui s'appelle la pharmacovigilance, puisque c'est la 4e, 5e cause de mortalité dans le monde. La mauvaise utilisation des médicaments. Donc j'ai immédiatement mis en place cette association. Et puis arrive le Covid. Et là, cette association qui au départ était pour les professionnels de santé, je me rends compte qu'il y a vraiment un besoin. Les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Donc, je commence à faire une présentation sur le vaccin pour le grand public et je prends la décision de faire quelque chose de beaucoup plus approfondi qu'un petit message. Donc, j'explique qu'est-ce que c'est le système immunitaire, comment on développe un vaccin, etc. Et au bout d'1 heure et demie, il y avait 400 personnes qui étaient sur ce webinaire. Plein de gens me posaient des questions. Et là, je dis, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Et je lance un appel et je réunis en quelques semaines une équipe de 20 personnes, des gens d'un niveau exceptionnel, complètement multidisciplinaires, des médecins et des pharmaciens, mais aussi des physiciens, des directeurs de recherche du CNRS, des épidémiologistes, un webmaster qui s'occupe du site web, quelqu'un qui s'occupe des médias sociaux. Et ensemble, on se met à travailler d'arrache-pied avec 2 buts. L'un, c'est de répondre aux questions du grand public et aussi des professionnels de santé qui ont besoin de répondre à leurs patients. Et la deuxième, alors on le fait en français d'abord, en hébreu et en anglais. Et notre deuxième objectif était de partager avec la communauté internationale ce qui était en train de se passer en Israël.
et on était un observatoire de ce qui se passait à l'étranger et en Israël, et c'était absolument fabuleux justement au niveau de l'innovation, de penser out of the box, de régler une crise en un temps record, d'avoir une anticipation sur le fait de faire venir des vaccins alors qu'on était absolument au début d'essais cliniques. Donc on voyait ce qui se passait et on était capable de le partager avec le reste du monde, et tous les experts avec qui je parlais me disaient « on a les yeux fixés sur vous, Israël ». Ensuite, j'ai été élue à l'Académie de pharmacie parce que je présentais ce qui se passait en Israël, alors que je suis médecin et que je suis israélienne. Donc, du coup, je suis correspondante étrangère et j'ai reçu ensuite ce prix. Alors, quand on fait les choses, on essaye d'aider. Donc, voilà, on est professionnel, on essaye de faire les choses le mieux possible. Des tas de gens sont venus me voir, de gens que je ne connaissais pas et qui me disaient « je vous ai écouté, je suis allée me faire vacciner ». Donc j'ai peut-être aidé à sauver quelques vies, j'espère. Et ensuite, quand on est reconnu par ce prix du ministère de l'Intégration, on se dit, ben alors, en fait, je suis venue avec ce rêve de faire quelque chose, et le fait que ce soit reconnu, ben, ça veut dire peut-être j'ai fait quelque chose de bien. Voilà. Alors Daphné, l'innovation technologique, comme nous l'avons évoqué il y a quelques instants, être mise au service des autres. Vous utilisez l'imagerie satellite pour détecter les fuites d'eau dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et quelle est l'utilité au niveau de l'environnement, de l'utilisation de l'eau et finalement des populations à travers le monde dans votre activité? Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. En fait, peut-être certains parmi vous sont familiers avec le process, mais la détection de fuite, souvent, c'est fait de façon acoustique. C'est-à-dire que vous allez envoyer des gens sur le terrain, écouter les bouches d'égout, les hydrants, les valves. Ça peut prendre des mois. Une ville comme Tel Aviv, ça reste une petite ville, c'est des mois pour chercher toutes les fuites. Donc nous, grâce à l'imagerie satellite, on a un scan qui fait 3500 km². Donc en un scan, on peut faire de la prélocalisation. On va leur dire, au lieu de faire 1000 km de réseau, vous allez n'en investiguer que 50. Réduction de temps, d'argent, voilà. Il faut savoir que rien qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 23 milliards de litres d'eau perdus par jour à cause des fuites. Ça représente environ 8000 tonnes d'émissions de carbone, pour rien. D'où l'intérêt donc de cette technologie. Pour entrer un peu dans le technique, voilà, on a une fréquence d'un satellite qui pénètre sous la surface, et donc l'eau potable, ça a une signature spectrale particulière. Si elle est mélangée avec du sol, voilà, ça va générer un pixel qui nous intéresse sur l'image. Ça marche avec l'intelligence artificielle, et voilà. Du coup, je pense que Astera, donc ce qu'on fait pour la détection de fuite, ça s'inscrit vraiment dans ce que je disais, la tech for good, donc la technologie pour le bien. Et en fait, si on devait le définir, je pense que la technologie pour le bien, c'est vraiment mettre l'innovation, la créativité, voilà, pour améliorer la vie des gens. Merci. Alors effectivement, dans ce souci de la vie d'autrui, Daphné, est-ce que justement dans votre zone d'action, est-ce que vous voyez que des répercussions directes sur la réaction des populations face à votre travail? Est-ce qu'elles ressentent effectivement que, à travers ce que vous faites, il y a une volonté finalement profonde d'aider ces populations à se développer et à trouver leur eau plus aisément? Tout à fait. Donc, déjà depuis notre création en 2013, on a trouvé plus de 75 000 fuites dans le monde, dans 64 pays. Donc on travaille beaucoup en Europe, en Afrique, on travaille en Afrique du Sud, en Tanzanie, c'est un territoire qu'on est en train de développer. Mais oui, globalement, je trouve que les gens avec qui on parle sont très innovants, friendly, entre guillemets. Enfin, et voilà, le domaine de l'eau, il est tellement sensible que tout le monde veut faire partie de l'aventure.
Voilà. Il y a un autre domaine qu'on est en train de développer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un background d'ingénieur civil, mais parce qu'on voit l'humidité sous la surface, on peut anticiper certains glissements de terrain, parce que souvent un glissement de terrain a lieu avec une accumulation d'eau sur la surface, etc. Donc si demain il pleut, mais qu'en amont c'est déjà où il y a de l'eau accumulée, on sera capable de dire c'est une zone à risque, faites attention. Et donc ça c'est un nouveau produit, mais du coup c'est très intéressant pour les infrastructures routières, ferroviaires, parfois même pour les aéroports, etc. Pour du coup sauver des vies. Si un glissement de terrain parfois aboutit à un déraillement, ça peut être catastrophique, ça peut anticiper voilà, des catastrophes environnementales également. Donc voilà, il y a une réelle prise de conscience et c'est vraiment tous les départements innovation avec lesquels on travaille veulent vraiment progresser là-dessus en tout cas. Et notamment par imagerie satellite, c'est un peu la nouvelle tendance. Moi, je ne veux pas ramener ma phrase, mais enfin, comme le rabbin me donne la parole, moi, je la prends parce que je voulais dire qu'on a la chance d'être ici dans le Centre Pérez de la paix et de l'innovation. Moi, je me souviens que l'une des dernières fois où Shimon Peres est venu en France, il a été interviewé par Jean-Pierre Elkabbach. Et il a dit, je crois que c'était sur Europe 1, il a dit chez Jean-Pierre Elkabbach quelque chose qui m'a vraiment touché de la même façon que c'était bouleversant de l'entendre dire « on rêve jamais assez grand ». Il a dit « j'ai un conseil à donner à la jeunesse, soyez prudents, osez ». Que la seule façon dans la vie d'être prudent, c'est oser. Oser inventer les choses, oser innover, oser rêver, oser sortir, vous avez dit out of the box, sortir des habitudes de tout ce que nous avons toujours fait. Et je pense qu'il avait une position qui lui permettait, avec son expérience, lui qui avait osé faire entrer l'État d'Israël dans le concert des grandes nations, et bien je crois qu'il avait cette capacité à dire à la jeunesse, donc à nous dire à nous, soyez vraiment prudents, osez. Si vous n'osez pas en tant que responsable communautaire, si vous n'osez pas trouver de nouvelles façons d'approcher les fidèles, d'intéresser les jeunes, d'intéresser les personnes âgées, de faire vivre une vie communautaire, bah c'est que vous n'êtes pas prudent. Pour être prudent, il faut oser, et moi j'aime ce message, qui est en fait une façon de revoir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aimerais oser pour moi, donc il faut que j'ose pour les autres, il faut que les autres osent pour moi. En fait, c'est en osant ce qu'on n'ose pas faire qu'on peut imaginer un futur. C'est ce que les Hébreux ont fait en osant devenir des hommes libres. Eh bien, le peuple d'Israël est devenu libre et est sorti d'Égypte. Il faut oser aujourd'hui. Président, si vous voulez nous transmettre ce dernier message effectivement sur la place d'autrui dans votre vision à vous, personnelle, en tant que dirigeante de toutes ces communautés à travers la France. Je vous dirais d'abord un premier mot sur le fait que j'étais très heureux que nous soyons ici réunis avec deux hommes et deux femmes qui ont voulu travailler dans ce domaine de la recherche. Avec l'un de nos partenaires dans cette convention nationale en Israël, l'Institut Passerelle, qui œuvre en Israël, et mon ami Marc Eisenberg est présent dans cette salle, il y a une action qui est menée pour que les jeunes filles puissent davantage s'inscrire dans un parcours universitaire dans les sciences. Et on le sait, hein, c'est vrai d'ailleurs dans les autres pays, et en France aussi chez nous. Et les élus qui sont ici, les élus politiques qui viennent des quatre coins de la France le savent bien. C'est vrai qu'il est important d'avancer dans ce domaine et que nos jeunes filles ne se sentent pas parfois restreintes ou qu'elles ne se lancent pas dans les études, qu'elles soient médicales, qu'elles soient scientifiques. Je pense que c'est une œuvre importante et un combat, en tout cas, que nous partageons et qui est un des liens entre la France et Israël. Deuxième petite chose aussi que je voulais souligner, c'est qu'il y a parmi les points communs entre nos pays, il y a des associations aussi qui font un travail exceptionnel, notamment dans le domaine médical. Et le docteur Fermont le sait bien. Je vais donner deux exemples. Avec un ami administrateur du consistoire de Marseille, nous parlions de Magen David Adom. Il y a beaucoup de personnalités dans cette délégation nationale qui participent. C'est la Croix-Rouge israélienne qui fait un travail fantastique dans ce pays, mais qui aussi a des antennes à l'étranger, et notamment
une antenne en France. Et je voulais dire aussi un autre mot sur Zaka, cette association extraordinaire qui vient en aide immédiatement pendant les attentats aux victimes, mais aussi lors des grandes catastrophes. Et c'est aussi une fierté de voir Zaka en Israël se déployer à l'étranger lorsqu'il y a une catastrophe naturelle à quelques coins du globe. Voilà aussi des choses qui nous rassemblent dans un moment où beaucoup de choses nous divisent dans nos sociétés. Je voulais aussi dans cette conférence avoir aussi un regard sur tout ce qui peut nous unir à travers les uns et les autres. Et puis un dernier mot, Monsieur le rabbin, si on pouvait effectivement conclure autour de ce qui a été dit par les unes et les autres. Je crois que dans la tradition juive, et le grand rabbin et le rabbin que vous êtes ne me contrediraient pas, l'eau, c'est le symbole de la vie. Et nous le vivons d'ailleurs, et Daphné a très bien expliqué en quoi les recherches qui sont en train d'être faites dans le domaine où vous travaillez peuvent directement sauver des vies. Eh bien, ce que je souhaite, et je voudrais terminer par là, c'est que cette convention, qui a célébré à la fois les ponts entre Israël et la France, eh bien qu'elle puisse nous apporter, à travers cette journée de l'eau, et à travers toutes ces recherches et ces innovations au Centre Pérez pour la paix, une bonne santé et un bel avenir pour nous toutes et pour nous tous. Alors, merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous. Nous voyons finalement comment ce verset que nous avons cité pour ouvrir notre discussion est une source d'inspiration finalement dans tous les domaines que l'on peut extrapoler à l'infini et peut-être terminer par une expérience rabbinique, une parole rabbinique. Une histoire que l'on rapporte au nom du Rav de Brisk, l'un des grands maîtres du judaïsme. Sur une loi très particulière, un peu technique, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Vous connaissez tous l'importance de la journée de Kippour, le fameux jour de jeûne et de restriction comme aucun autre dans l'année. Mais comme la vie passe avant la pratique religieuse, eh bien la loi va nous dire que si un homme est malade, fatigué pendant la journée de Kippour, alors bien évidemment que cette personne sera dispensée du jour de jeûne et on aura le droit de l'alimenter. Normalement, d'après la loi, eh bien, lorsque cette personne est fatiguée, on devra l'alimenter petit à petit. C'est-à-dire, on ne va pas lui donner tout de suite une grande quantité de nourriture. On va lui dire, écoute, on va te donner une petite quantité. Si tu tiens, c'est bien. Si tu es encore un peu fatigué, on te redonnera dans quelques minutes encore un petit peu de nourriture. C'est la loi. Le Rav de Brisk n'était pas d'accord avec cette opinion. D'après le Rav de Brisk, lorsqu'il y a une personne fatiguée, malade, pendant la journée de Kippour, il faudra l'alimenter totalement, sans passer par les différentes étapes. Il faudra l'alimenter totalement, jusqu'à qu'elle soit rassasiée. Alors un jour, ses fidèles ont été le voir en lui disant « Mais je ne comprends pas. Expliquez-nous, comment est-ce qu'un rave, un rabbin aussi réputé que vous, peut être si laxiste face aux lois du respect de la journée de Kippour? Comment cela est-il possible ?» Et il a donné cette réponse exceptionnelle qui va finalement être le point final de notre discussion aujourd'hui. Il a répondu « Je ne suis pas laxiste par rapport aux lois du respect de Kippour, mais je suis extrêmement sévère et rigoureux quant au respect des lois de la vie d'autrui. Et je ne mettrai jamais la vie de quelqu'un en danger pour respecter une loi de la Torah, telle que la Torah nous le demande. » Et donc voilà comment, finalement, à travers toutes nos discussions, même dans le milieu religieux, pratique, des lois aussi importantes que la journée de Kippour, eh bien, la vie de l'autre est sacrée parce qu'à travers la vie de l'autre, c'est la vie de Dieu, c'est l'étincelle divine que je ressens et c'est ça que je dois protéger, coûte que coûte, tout au long de notre vie. Merci beaucoup.